Je suis Marie Tavares, bienvenue sur Dissipé. Dans ce podcast, je reçois celles et ceux qui ont osé suivre leur instinct. Chaque parcours témoigne de la puissance, de se faire confiance, de savoir s'écouter et d'agir en cohérence pour se réapproprier sa trajectoire. Chez moi, être dissipé, c'est pas une perte de temps ou de cap. C'est un élan de vie, celui qui va révéler qui vous êtes vraiment. Que ces voix éveillent la vôtre et vous insufflent la détermination de ne pas passer à côté de vous. Avant qu'on se lance, Ouais. toute petite intro Ouais. très rapide, juste ton nom, ton âge et ce que tu fais aujourd'hui. Antoine Rozet, directeur général du groupe Rozet, qui détient les marques Ligne Rozet, Sina et Ligne Rozet Contract. Et j'ai aujourd'hui 44 ans. Très bien. On est donc assis dans tes canapés, finalement. En quelque sorte. Voilà. C'est de la famille. Voilà. Ouais. Merci de m'avoir suivi sur ce projet, c'est cool. Je suis contente. Mes invités sont contents. Ah, Merci pour leur assise. L'idée sur Dissipé, ce podcast, c'est que je reçoive des personnes que je trouve inspirantes. Parce qu'elles merci. sont déterminées, curieuses, ouvertes. Voilà, elles ont des parcours ambitieux. C'est vrai qu'habituellement, on reçoit plutôt des parcours de gens qui ont des aventures entrepreneuriales. Et ce que je trouvais intéressant chez toi, au-delà que tu as des très beaux canapés, c'est que justement, tu es dans une voie qui a l'air toute tracée, parce que tu as un héritage familial voilà, qui est quand même assez conséquent. Et pour autant, moi, je suis sûre qu'il y a quand même une manière d'exprimer son individualité, de tracer sa voie dans cette autoroute qui semble toute tracée. Et en fait, c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de creuser avec toi, si tu veux bien. Du coup, on va parler de pas mal de sujets, on va naviguer entre pas mal de choses. On va parler bien évidemment d'héritage, de beau, un peu de New York, d'horlogerie, de contrefaçon, voilà, de pas mal de choses. Mais on va être dans l'ordre chronologique, un peu de logique. Si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on retourne un peu aux sources et que tu nous parles du petit Antoine que tu étais. Dans quel contexte tu as grandi? Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une famille slash entreprise? Je ne sais pas trop comment on peut dire, mais j'imagine que c'est quand même quelque chose. Mhm. La dimension entreprise, elle est quand même très présente au sein de la famille. Donc, j'aimerais savoir ce que ça implique dans ton enfance. Et aussi quel genre d'enfant tu étais. Voilà. Très bien. Vaste sujet. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Il ne faudra pas que je le fasse écouter à mes enfants, c'est tout. Ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite, voilà. J'attendrai qu'ils aient fini leurs études complètement. Non, déjà, hein, j'ai eu la chance de grandir à la campagne. Mon père et ma mère se sont installés à côté du siège social, dans le petit village des Granges de Montagneux, qui est à peu près à 350 mètres du siège social du groupe Rozet aujourd'hui, et là où habitait déjà mon grand-père. Donc ma famille vient en partie de ce village. On a toujours grandi là-bas, et j'ai eu la chance de grandir jusqu'à l'âge de 10-11 ans à la campagne, ce qui m'a aidé à développer un certain sens de la joie de vivre, on va dire, la découverte. Quand on est un petit garçon et j'avais un petit frère, une grande sœur et des cousins dans le même village, ça permet d'énormément grandir et de faire beaucoup de choses librement finalement. On est dans les années 80, et nos parents sont des gens qui regardent pas, qui sont pas derrière nous comme on est aujourd'hui derrière nos enfants. Ils n'ont pas la peur qu'on disparaisse, la peur qu'on se fasse mal, la peur qu'on avale je sais pas quoi. On était des enfants qui vivaient pleinement leur enfance, et ça, je trouve que c'est assez cool et que j'essaye de garder, parce que finalement ça forge quand même, ça fait partie de mon identité aujourd'hui. Je pense que si on te rend pas peureux à la naissance, tu seras pas peureux plus tard. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. J'étais un garçon plutôt sympa. Je crois que j'avais un bon nombre de potes. Non, j'ai toujours été bien entouré de potes. Ouais. Donc j'étais quelqu'un qui était plutôt sympa. Pas forcément une bête de classe, mais j'ai fait mon bonhomme de chemin, voilà, sans trop avoir de problème. J'ai grandi à la campagne, et puis après je suis allé à Lyon. J'ai fait mes études dans les grands lycées lyonnais, grands collèges et lycées lyonnais. Et puis après, je suis arrivé à Paris pour mes études supérieures. J'ai fait une école, ce qu'on appelle post-bac, donc avec une prépa intégrée, qui s'appelle l'ESCE, qui existe encore toujours aujourd'hui même, qui est
5-6 ans, je ne sais plus combien d'années il faut faire maintenant pour faire le SCE. Ça Mhm. a grandi. Et après, j'ai fait un master en marketing de luxe pardon, qui s'appelle l'ISML, l'Institut supérieur du marketing de luxe, qui était un peu copiloté à l'époque par Cartier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître le monde du luxe. Voilà. Ok. Comment j'ai commencé ma carrière professionnelle. Ok. Voilà, donc la partie familiale, parce que tu me posais la question, la partie familiale, on est une entreprise familiale, on est une entreprise d'entrepreneurs. Alors, c'est pas parce qu'on est historiquement, on a un héritage qu'on n'est pas entrepreneur. Parce que entreprendre, ça veut dire c'est créer, créer, C'est continuer vrai. à faire grandir. Le but pour nous, c'est de continuer à faire grandir avec mon cousin qui co-dirige la société avec moi aujourd'hui. C'est de faire grandir cette société, cet héritage justement, comme comme l'ont fait mon père et mon oncle. On va dire que c'est vraiment mon grand-père qui est à la base de cet héritage, qui a pris une société qui était sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire un petit peu toute petite, et puis lui, il est un vrai entrepreneur dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, a vu la possibilité de faire un vrai business, vrai beau gros business avec l'ameublement. Donc la reconstruction de la France. Et donc c'est comme ça qu'il s'est mis à faire ce business-là. Mhm. Mais le fait d'être une boîte familiale, oui, bah, surtout quand ta société porte ton nom de famille, c'est un peu lié, enfin tout est lié. Ouais. Moi, on me parle de meubles Roset, je fais même plus attention que c'est mon nom de famille. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une marque de canapé. Mais c'est d'autant plus intéressant pour moi parce qu'il y a mon nom de famille, donc on doit être d'autant plus vigilant par rapport à l'image qu'on donne ou Mhm. qu'on Ouais, transmet bien sûr. par rapport à la marque. Et puis, on va dire que les week-ends ressemblent à des jours de semaine, les jours de semaine ressemblent à des week-ends, ainsi que les vacances. Ouais. Il n'y a pas vraiment de coupure avec la société. On essaie d'alléger un petit peu le quotidien quand on est un peu off. Mais bon, voilà, on parle de la société tout le temps. La société, c'est un peu Ouais, notre bébé. j'imagine. Voilà. Ouais, j'imagine. Tu dirais que tu as grandi dans quelle valeur humaine? La famille, Ouais. donc le partage familial, faire attention aux uns aux autres. Donc ça, c'est un partage, enfin, c'est un principe qu'on a vraiment chez nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je co-dirige avec mon cousin qu'on est les seuls. On n'est pas à la tête, on est à la tête du groupe, mais on n'est pas le groupe. On a un actionnariat familial et on doit veiller à ce que l'actionnaire, les actionnaires soient heureux, que ça corresponde bien à la valeur familiale. Donc on a grandi là-dedans. J'avais une mère euh, qui a, qui a pris la décision de ne pas continuer ses études pour suivre mon père dans sa carrière professionnelle et qui a été, je pense, clé au niveau de notre éducation. Hyper important parce que quand on a une mère qui peut être là tout le temps, un parent, que ce soit une mère, je vais essayer d'être moderne, un parent, que ce soit un père ou une mère, Ouais. qui peut donner pleinement tout son temps quasiment à ses enfants, on était 3, je pense que c'est un équilibre qui est très important et ça peut apporter beaucoup ça a apporté beaucoup à notre enfance. On avait une mère qui nous aidait énormément. Donc, on a une mère, ma maman est toujours en vie. Je pense que ça a apporté un certain équilibre, un juste équilibre, moi, dans la façon dont je vois la famille. Mhm. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont encore ensemble aussi, non divorcés. Donc, j'ai pas vécu les tumultes, en fait, d'une famille plus ou moins moderne aujourd'hui. Je suis resté dans une famille plutôt classique au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui dans le cocon familial. Mais ce qui nous a permis de nous développer pleinement et voilà, d'acquérir certaines valeurs, je pense. Peut-être certains diront du passé. Moi, je dis voilà, des valeurs de tradition, voilà, qui, pour une société familiale, sont importantes. Mhm. On reviendra sur cette notion de tradition parce que c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti. Mais avant ça, euh, on parlera beaucoup de ton parcours professionnel, bien évidemment. Mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu, toi, qui tu es à titre personnel, humain. Je suis allée fouiller sur les réseaux Oh, et... horrible, Oh, oh. horrible. Non, 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 je suis pas C'était mieux allée, je avant. suis pas C'était allée mieux loin. avant. Je suis pas allée loin. En fait, Non, non, non. j'ai pris ta biographie Instagram que je trouve intéressante parce que tu parles de plusieurs notions. Et Ouais. je vais juste prendre ces notions et les tirer avec toi si tu veux bien. Ouais. Tu les as en tête? Ou c'est un truc que tu as Oui. posé là, un Non, peu à non, non, je les l'arrache? ai. Alors, si c'est mon Instagram pro que tu as regardé, parce que j'ai un Instagram perso. Bon, j'imagine bien. Voilà. Et je me souviens de ce que j'ai mis comme définition, malgré le fait que j'ai quitté un peu Instagram ces 5 derniers mois, j'ai déconnecté. Donc, mais Ouais. je me souviens de la définition que j'ai mise sur mon compte. Le premier point que tu cites, c'est addict au design. Ouais. Alors, addict dans le sens, pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que j'ai une addiction
c'est pas une addiction comme une drogue, c'est l'addiction par l'envie d'y retourner. Je pense qu'en 18-19 ans, même je vais compter mes années dans le luxe, j'ai eu la chance d'avoir la formation de l'œil, du cerveau par rapport aux belles choses, aux choses qui me plaisent, qui sont belles. Le beau bon, est une notion qui peut être partagée ou pas, mais il y a quand même des belles choses dans la vie. Et je pense que voilà, j'ai cette addiction du beau. J'aime que les choses soient voilà, belles. Donc j'avoue que j'ai plus de plaisir à être dans le beau que dans le quotidien classique. Voilà. Ouais. Du coup, c'est ça au quotidien, tu as besoin d'avoir un environnement qui est beau. Oui, quelque part, oui. Ouais, ok. J'aime bien avoir un bel environnement. Je pense que ça passe par chez soi, ça passe par la façon de s'habiller, la façon d'avoir ses amis, de s'entretenir, son bureau. Enfin, il y a plein de petites choses. Il y en a qui diront que tu es méticuleux. Il y en a d'autres qui diront que tu es complètement fou, ravagé. Voilà, il y en a d'autres qui sont t'es addictif au rangement, aux choses comme ça. Moi, j'aime bien que les choses soient belles. Et je pense qu'il y a, alors, dans un peu le bazar, il peut y avoir du beau aussi. Donc c'est pas, mais de façon générale, c'est le beau qui, ouais, j'aime bien avoir un peu de beau tout le temps. Voilà, exactement. C'est Joséphine, qui est une très vieille amie à toi. Ouais. C'est un des trucs principaux qu'elle m'a dit de toi. Elle a dit, je la cite, le beau aura toujours raison avec toi. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'ordre. Elle se rappelle de toi en jeune coloc, Ouais. très longtemps, où Pas si longtemps que ça. T'es dur. C'est vrai. Mais t'étais vraiment genre le coloc le plus ordonné Ouais. qu'elle ait connu. J'ai cette étiquette, ouais. Ouais, ce truc un peu, j'avais un ouais. bon CV pour le coloc, ouais. Que genre tu t'asseyais sur un canapé et que tu te sentais obligé de refluffer les Ouais. coussins, de Ça, tout c'est remettre bien droit, malheureusement, il y a deux, carré. trois tics de professionnels, mais j'en ai eu dans ma vie professionnelle avant aussi. Mais ouais, Ouais. ouais. Mais ouais, mais Ce en besoin fait, alors ouais, d'ordre. c'est ça. Il y a des gens qui vont te dire t'es maniaque. Ouais. Je suis pas maniaque, j'aime bien que les choses soient bien à leur place, que ce soit bien fait, bien propre, que ce soit beau, quoi. C'est de Ouais. façon générale, ça peut être un bouquet, s'il est mal ordonné, bah, je prendrai le temps de le refaire. Je prends le temps de Ouais. faire les choses en fait Ouais. pour que ça soit beau. Voilà. Ok. Donc de façon Mais générale. tu te sens pas bien si c'est le bordel Non, non, autour non, de non. toi, C'est pour ça que je dis que ça c'est va? pas une addiction comme la drogue. C'est-à-dire que je vais pas commencer à passer une mauvaise soirée chez les gens si c'est pas à mon goût ou quoi que ce soit. Ouais. Non, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la différence avec une addiction vraiment Ouais, drogue. ouais, ouais. Mais pour moi, de façon générale, dans mon quotidien à moi, que je peux gérer, j'aime bien que les choses soient belles. Ouais. Il y a toujours de l'ordre chez toi avec des enfants? Oui, alors je suis de plus en plus coulant, mais Ouais. il y a de l'ordre avec les. Voilà, si mes enfants le laissent. Non, mais oui, si, il y a de l'ordre. Mes enfants Ouais. me détestent parce qu'ils je leur demande de ranger leur chambre à peu près 8 fois par semaine. Et Alors que moi, j'ai donc, abandonné. ma fille, elle a give up. Elle dit, papa, c'est déjà rangé là. Les points qui viennent après dans ta bio, c'est passionné par la manufacture et voyageur. Volontairement, je prends les deux, je te fais un package, c'est complètement Ouais, gratuit, parce que c'est pas forcément les mêmes notions, mais non, mais. en fait, moi, spontanément, ce que ça m'a évoqué, comme on est dans Dissipé, je me permets voilà, Ouais, vas-y, vas-y. d'interpréter, voilà. C'est marrant parce que ça m'a fait penser à l'adage qui dit que tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, Mhm. voilà, et le besoin de l'arbre qui va plutôt représenter l'enracinement, l'identité, et que les hommes ils errent constamment entre les deux, jusqu'à comprendre que la pirogue, tu l'as fait avec le bois de l'arbre. Euh, et en fait, là où je vais, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a toujours cette espèce de notion d'équilibre dans ta vie, dans ta manière de voir les choses, de voir le travail, enfin, Mhm. voilà. Euh, Si j'essaye d'être concrète, d'être claire dans ce que je raconte, tu vois, tu dis dans la déco, ce que tu aimes bien, c'est un mix du passé quand il est, du moderne, quand il est réchauffé avec des éléments du passé. Mhm. Enfin, tu vois, il y a toujours une espèce d'équilibre, comme si en fait la magie, elle opère à la jonction des deux choses. Ouais, mais. Ouais. Alors, c'est pas, je l'avais jamais analysé, donc ça tombe bien. Donc, comme ça, j'en profite, Allez, c'est c'est parti. gratuit, c'est pour moi. C'est pour toi. Non, oui, alors, c'est bien de prendre les deux à la limite. Et j'aime bien. Oui, tu as raison, le côté manufacture, c'est cet ancrage à la tradition. Je reviens sur cette Ouais. tradition, je pense, j'en ai besoin. J'ai vécu longtemps à l'étranger euh, et, euh, et je voyage beaucoup. Donc, mais j'ai besoin de cette ressource de dire finalement. Euh, on ne peut pas juste dire le monde moderne aujourd'hui, c'est qu'une évolution. Non, il faut toujours revenir dans le passé et on voit bien, on revient toujours un peu au passé pour mieux rebondir. Donc finalement,
tout ce qu'on l'homme crée, il faut savoir le remodeler, le refaire pour mieux avancer. Et c'est la définition pure du design en plus. Donc c'est l'avantage, je suis dans un métier qui me convient plutôt bien, Mmh. parce que le design, c'est juste, on n'est pas là pour inventer des trucs complètement délirants. On prend le design, la définition pure du dictionnaire, c'est dire prendre un objet du quotidien, le rendre plus joli et meilleur. Donc c'est-à-dire plus intéressant, faire un verre plus joli et qui permet peut-être d'avoir plus de contenant, moins plus fin. Voilà, donc il y a plein de choses, ou recyclable complètement. Donc c'est le rendre plus joli. Et donc là, on est à peu près à ça, c'est de dire, utiliser cette tradition pour mieux voyager dans le futur, mieux voyager dans le temps présent. Et c'est un peu ma vie. Ouais. C'est vrai que c'est pas loin d'être faux. Ouais, Mmh. ça tombe plutôt pas Ça mal. va, Ouais, je me bah, rends pas compte de ce que j'écris finalement. écoute, tu pourras me payer à la fin Ouais. pour cette analyse. Euh, et du coup, enfin, c'est vrai qu'il y a un besoin d'ancrage. C'est-à-dire Ouais. si tu lâches. Enfin, en fait, il faut être un peu des deux. C'est à la fois. Faut être un peu des 2. Il y a des périodes dans la vie, en fait. Ouais. Ouais, il y a là, moi, ces temps-ci, avec, femme, enfant, famille, j'ai besoin d'ancrage. Je trouve que c'est le moment où, voilà, je suis attaché. J'ai vécu quand même, 9 ans à Paris alors que je suis lyonnais d'origine, ou de l'Ain même. J'ai vécu 9 ans à Paris et puis 11 ans à New York. Donc, le côté voyage, je l'ai pris, quand même, je me suis bien Ouais. désancré de ma famille et je suis parti assez loin et assez longtemps pour avoir peut-être aussi ce besoin Oui, de revenir vraiment. revenir Ouais. à la tradition. Et c'est pas plus mal finalement, d'un point de vue professionnel, à mon âge, de revenir un peu sur ces notions-là. J'ai vécu la partie euh, où je me libère complètement du cocon familial. J'ai pu grandir tout seul, me former tout seul, finalement, me façonner après cette façon par la famille. J'ai pu me façonner vraiment tout seul. Et je reviens en essayant de remettre à disposition ce que je suis Ouais. maintenant aujourd'hui, un petit Ouais, que peu, ça avec ce rayonne. mix de modernité peut-être et de tradition. Je reviens quand même, je redécoupe. Du coup, j'avais dit que Ouais, je faisais un package, mais en fait, je reviens juste sur la manufacture, ouais, bien sûr, avec plaisir. qui est une notion qui revient beaucoup dans ton parcours. Euh, Déjà, je voulais comprendre pourquoi ça compte à ce point-là. Et aussi, la manufacture, c'est donc bien évidemment la technique, mais je trouve que il y a aussi une notion hyper, comment dire, affective, émotionnelle, Mmh. tu vois, dans la manufacture. Alors, je pense que ça vient du fait, quand, on jouait, nous, petits, on avait nos usines, parce qu'on dit manufacture, alors c'est toujours des très, très beaux mots, il y avait nos usines qui étaient en bas de chez nous, donc Ouais. on jouait petits, dans les blocs de mousse. Ouais. On s'amusait à monter sur les pans, qui séparent les différentes densités de mousse, à l'époque. Puis on sautait comme ça et Ah oui. voilà, donc c'était des gros trampolines, c'était génial, ça faisait Ouais. hurler à peu près tout le personnel de la boîte. Et on partait en courant comme des voleurs, mais voilà, donc ça, il y avait ce côté usine que j'ai toujours vu finalement. Et puis après, je pense que c'est un ancrage, c'est comme beaucoup de choses, ça reste dans ton cerveau jusqu'à ce qu'il y ait des petits déclics. Le petit déclic, moi je l'ai eu, j'en ai visité plusieurs, des usines sans m'en rendre compte, en voyageant. J'ai pas mal voyagé en Allemagne quand j'étais plus jeune. J'ai un copain qui est à Stuttgart, avec qui j'ai passé de nombreux étés. En fait, au départ, c'était un échange, et puis c'est devenu un pote. Et j'allais passer mes étés à Stuttgart. Donc, ça peut paraître bizarre, mais Stuttgart, il y a plein de trucs assez cool. Et il y a des manufactures de voitures, Ok. principalement. Il y a Ok. Mercedes et Porsche. Et j'allais voir un peu, on allait visiter les usines, des choses comme ça. Donc. Et au fur et à mesure, en fait, le déclic, je l'ai eu quand je suis rentré chez IWC et que on m'a proposé ce job et que je suis arrivé à la manufacture à Schaffhausen. Et là, je me suis dit: «Putain, mais c'est génial, c'est génial». Et je me suis dit: «En fait, c'est ça que j'aime, c'est cette transformation, savoir que d'un dessin, donc une idée, du cerveau, on arrive à en faire un produit à la fin et on vient, prendre des matériaux, les déformer, les reformer, les modeler, pour en faire là, dans ce cas-là, une montre, plus ou moins technique. Et c'est la même chose dans le design finalement, j'ai eu, et ce côté manufacture, je trouve que, cette façon, alors en France, on l'a perdu un peu parce que c'est l'industrie qui a disparu depuis les années 80. Finalement, on a mis, un peu l'accent plus sur le service que l'industrie. Mais je trouve il faut remettre, un peu ces lettres de noblesse à l'industrie, c'est-à-dire, c'est le métier où avec nos mains, avec, notre savoir-faire, on arrive à transformer des choses et les façonner pour en faire, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on a en tête. Je suis ravi de voir que les métiers d'art, que ça soit aussi bien dans le luxe que dans d'autres métiers, reviennent en France, essayent de revenir en France, ou même en Europe. Plutôt que de laisser ça à la manœuvre pas chère finalement, parce que ça revient qu'à un niveau de prix. Donc, ce qui est pas très intéressant finalement. Quand on parle d'argent, c'est jamais très intéressant. Donc là, voilà. Là, je trouve que le savoir-faire, faut revaloriser ces métiers.
C'est beau comme vision, je trouve. On en reparlera parce que c'est un sujet hyper intéressant. Je veux juste finir sur la bio Instagram et le dernier point que tu cites, qui est ton rôle de papa. Ouais. Ton rôle de papa très fier de Bah, tes il faut. enfants. Qu'est-ce qui te rend fier chez eux? Qu'est-ce qui me rend fier? Non, déjà d'être papa, c'est cool. Ouais. C'est un point, c'est un tournant d'une vie, finalement. Et la vie, elle est faite de plein d'étapes, tu veuilles ou pas. Tout le monde déjà meurt, naît et meurt. Donc ça, c'est les A deux priori. étapes. Et après, tu fais ce que tu veux mieux, mais il y a plein d'étapes. Et dans ma vie, il y a l'étape rencontre avec mon épouse, mariage. Alors là, c'est tradition, hein, c'est assez classique, rencontre, mariage et enfant. Donc moi, j'ai vraiment tout fait dans la tradition, vraiment le mec boring, comme on dit, à souhait. Voilà, j'ai pas essayé de faire un dérapage au milieu et tout. Donc voilà. Et 2 enfants nés à New York hyper fiers parce que c'est un, c'est un sentiment indescriptible, je pense, quand tu as ton premier enfant. Alors le deuxième un peu moins, mais quand même. Mais le premier enfant, tu te dis merde, voilà, il y a un être humain en face de toi, Ouais. un tout petit bébé, et là tu dis ASL, j'en suis responsable. C'est, heu, c'est moi qui vais lui apprendre à grandir comme mes parents m'ont appris à grandir, à transmettre. Et je pense que tu prends une grosse claque. Enfin, moi, j'ai pris une grosse claque. Je dis: «Ça y est, c'est terminé, quoi. On arrête les conneries». Ouais. Maintenant, je suis rentré dans le monde, vraiment de l'adulte, responsable, et hyper fier de pouvoir d'avoir ce rôle, et je suis hyper fan de mes enfants, ouais, de façon générale. Est-ce que ils grandissent aussi un peu dans la même vibe que toi, bercés par tout ce qui se passe dans votre entreprise, etc. Ou c'est un peu plus décorrélé? Alors, c'est peut-être un tout petit peu plus décorrélé, mais même, Ouais, enfin, ils sont bien conscients, oui. voilà, moi, mes enfants, ils me disent: «Ah, c'est papa qui a fait le canapé». Ouais. Voilà, donc C'est c'est trop mignon voilà, comme c'est trop mignon, raccourci. exactement, ouais, comme raccourci, c'est assez joli. Et non, bah, si, parce que finalement, aujourd'hui, tu es impliqué de plus en plus dans la vie des écoles, par exemple. Les parents, on leur demande de participer, savoir ce que font tes parents, et pouvoir expliquer, que les enfants puissent expliquer ce que font leurs parents, et ainsi de suite. Donc je suis bien obligé de leur expliquer ce que je fais dans la vie tous les jours. Alors, ils me voient partir le matin tôt et revenir tard le soir. Mais ils me disent: «Bah, qu'est-ce que tu fais entre-temps?» Alors je dis: «Bah, voilà, Des canapés. je fais des canapés». Et donc ça les fait marrer. Mais après, non, enfin, il y a cette idée de tradition, clairement, mais avec un twist de modernité. Tu vois, déjà, ils sont new-yorkais, ils sont américains et français, donc j'en suis assez fier. On essaie de leur inculquer, enfin leur transmettre cette éducation américaine, enfin pas l'éducation, mais plutôt la culture américaine, au travers de la langue, au travers des fêtes. On essaie de respecter encore quelques trucs quand même en France, qu'on faisait aux États-Unis. Et puis, voilà, c'est mettre des bases, et puis après, ça sera à eux de voir où ils veulent se placer. Moi, pour l'instant, on va faire le maximum jusqu'à ce qu'ils aient 18-20 ans, et puis qu'ils veulent vivre comme ils veulent. Et Et c'est un arrêter peu de... ce qui s'est passé pour moi, finalement, parce Oui, que quand oui, on t'a je suis laissé... parti, ils m'ont laissé ouais. partir. J'étais Mhm. un des premiers à partir dans ma famille, et à Paris, et on m'a dit: «Bon, bah voilà, tu veux pas rester à Lyon?» Non, j'ai dit: «Ouais, ok, j'ai la chance de pouvoir aller à Paris», je suis allé à Paris. Donc, c'était un peu. Et est-ce que c'est important pour toi de construire ta famille dans la grande famille? D'avoir vraiment votre cocon à vous? Ou non, c'est pas du tout un besoin, c'est pas un sujet en fait? Non, c'est pas vraiment un sujet, Ouais. avec, si c'est la famille pour la société et ainsi de suite. Ouais, oui, ouais. Ouais, Oui. alors, pour notre société, c'est pas vraiment un sujet, parce que les transmissions, elles se sont faites, c'est sur cette génération, entre la quatrième et la cinquième, de façon un peu plus patriarcale. Heu, Aujourd'hui, nous, Olivier et moi, on sera pas capable de, enfin, c'est pas le but de refaire de cette façon-là, OK. parce qu'on a un actionnariat qui est beaucoup plus large, et il y a pas de raison que ça soit nos enfants qui spécialement reprennent la gouvernance, un jour, de notre société. Ça sera au plus méritant, presque, je dirais, celui qui a les plus grandes compétences pour, être sûr que la société familiale soit dirigée dans le meilleur cadre, et puisse continuer à grandir, à perdurer. Donc, moi, je leur transmets pas le fait du tout qu'il faut travailler pour Osez, voilà, que c'est la société familiale et ainsi de suite. Ils seront, comme les autres, hein, actionnaires, donc déjà, ça, c'est déjà pas mal, de fait. Mais la partie gouvernance et ainsi de suite, travail, dans la société, c'est pas du tout de, non. Là, moi, je les laisse, s'ils veulent être médecins, ils sont médecins. Enfin, ils me racontent plein de métiers qu'ils veulent faire, et ça change toutes les 2 semaines. Donc là, pour l'instant, je les laisse faire. Ouais, tu Voilà, t'inquiètes pas. exactement, exactement. Est-ce que on tu as déjà un peu parlé, brièvement, mais est-ce qu'on peut revenir sur, tes étapes pro? Ouais.
Du coup, tu t'es arrêté à la fin de tes études. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? Donc je me suis arrêté à la fin de mes études, le master que j'ai fait, on avait pour obligation de c'est un master, donc on avait pour obligation d'avoir un boulot. Donc il fallait que j'ai un métier. Et donc là, j'avais trouvé un 1er stage, au Plaza Athénée. Super expérience assez courte parce que je suis pas arrivé à embarquer, dans le milieu de l'hôtellerie. C'était un peu, la mission que j'avais, me convenait pas peut-être ou, je n'avais pas compris, mais super expérience parce que vivre l'expérience du Plaza Athénée, c'est juste dingue. Donc là, j'ai fait quelques mois au Plaza Athénée et puis il y a eu une offre de stage, chez IWC, donc la marque de montres qui appartient au groupe Richemont et à ce moment-là, moi j'aimais bien un peu leur lot, bon, enfin c'était un petit milieu que je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» Et je suis tombé, voilà, sur un super maître de stage qui s'appelle Fred Martel, avec qui tu as discuté, Frédéric Martel. Et je suis rentré donc chez IWC et de là, en fait, finalement, mon stage, à la fin, je pense que j'avais dû, pas trop mal bosser parce qu'ils m'ont proposé un boulot. Ils m'ont A proposé priori. un poste en marketing. Donc j'ai commencé en marketing OP et à force de faire de la marketing OP, c'est-à-dire opérationnel, aller sur le terrain, je leur ai dit: «Bah, attendez, moi, je suis sur l'opérationnel, je vois les clients tout le temps, je pourrais vendre, on pourrait faire les 2. Et donc je suis rentré en commerce comme ça et j'ai fait 3 ans et demi, 4 ans, chez IWC. OK. Voilà. Jusqu'au jour où, je rentrais un peu le week-end quand même de Paris, et pour les mauvaises langues, pas que pour laver mon linge, avec ma maman, heu, mais je rentrais le week-end voir mes parents un week-end, il y a mon père qui m'a dit avant de partir, avant que je prenne mon train, qui m'a dit, «Écoute, j'ai eu la filiale américaine, ils savent que tu es commercial chez WC, ils recherchent un commercial aux États-Unis, le nôtre, celui qu'on a est parti. Est-ce que ça t'intéresserait?» Alors là, j'avoue que, il faisait beau, je repartais moi à Paris faire mon job, c'était cool. Et là, d'un seul coup, mon père, bah, me met un gros changement de vie quand même en disant: «Est-ce que tu veux partir à New York travailler?» Pas mal. Là, je dis: «OK, je vais réfléchir». Je réfléchis un peu, je laisse passer quelques semaines, un mois, je demande un peu à IWC, ben, ce qu'ils ont comme, futur pour moi. Un petit peu se projeter. Bon, j'ai pas été, voilà, il y a une balance qui s'est faite entre, tu peux encore rester quelques années chez IWC, voilà les projections et puis sinon tu peux partir à New York avec un job et voilà, avoir une nouvelle vie Ouais, finalement, ouais, ouais. commencer un nouveau chapitre. Et j'ai été tenté, par le chapitre américain et d'un job où, j'aurais dû rester 2 ans à peu près, 2 3 ans, c'était à peu près ce qui était prévu. Bah, j'y suis resté 11 ans. Voilà. OK, OK. Alors, pour plusieurs raisons, hein. 1 parce que, bah, j'y m'y plaisais quand même bien, donc sinon, je ne serais pas resté. Et puis 2, c'est que quand je suis arrivé, c'était en 2006 à New York. J'ai repris la direction de la filiale, en 2007. Donc là, il y a eu un petit, switch, interne, voilà, qui s'est créé pour plusieurs raisons. Et puis, fin 2007, ou début 2008, enfin, il y a eu la crise financière. Fin 2008, ouais, c'est ça, hein, la crise financière est arrivée et là, bon, bah, le marché a été touché très durement aux États-Unis et comme j'étais, bah, avec mon équipe, on avait la main sur le gouvernail, on m'a demandé de rester, pour, sortir un petit peu le bateau de la tempête. Et donc ça a pris quelques années et puis après, bon, bah, voilà, je suis resté un peu plus longtemps que prévu, mais parce que ça me plaisait bien, et je pense que c'était très bien pour, l'équilibre du groupe. C'était le bon moment, ça se passait bien comme ça. Et je suis rentré il y a, maintenant 7 ans, voilà, quasiment jour pour jour, en France, dans l'optique de reprendre, donc la succession, de mon père et mon oncle avec mon cousin Olivier. Donc on a travaillé 3 ans ensemble, on a appris à travailler ensemble, pendant 3 ans, parce que moi j'étais sur une filiale à 6 000 kilomètres et Olivier, lui, était au siège, déjà depuis, quelques années aussi et on n'avait jamais travaillé vraiment ensemble. Donc là, on a pris 3 ans à peu près pour travailler ensemble, et puis, doucement mais sûrement, avec l'arrivée du covid, mon père, Pierre et Michel, mon oncle, voilà, ont commencé à penser sérieusement, au changement de gouvernance et donc ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui qu'on est, directeurs généraux, heu, de Rosé SAS, voilà. OK. Le, avant que ton père il ouvre cette porte, vers New York, Mmh. tu avais pas envisagé de bosser pour, Line Rosé? Non. Ah Non. ouais, genre non. Non, non, je le dis honnêtement. Line quoi? Non, 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 bah, j'avais l'héritage, c'est clair quand, Ouais. on me disait: «Arrosé, les meubles, c'est toi».
Je dis: «Ah bah oui, c'est ma famille». Donc oui, il y avait ce petit chant cette petite musique finalement, Ouais. qui passait de temps en temps. Mais non, je m'éclatais, je suis dans une super marque, non, c'était super, ouais, mes années chez WC étaient dingues et j'ai vraiment apprécié ces années-là et donc non, j'étais vraiment heureux dans ce que je faisais. Donc c'était pas, pour que je prenne le temps de réfléchir pendant un mois, tu vois, sur un job à New York, toi, on te dit: «C'est tout est payé, c'est bon, tu as vraiment pas besoin de te casser la tête, on s'occupera de ton visa, ton déménagement, tout est fait». Et moi, j'étais là: «Attends, je réfléchis», tout le monde aurait dit: «Mais oui, bien sûr, tout de suite». Il y a pas besoin de réfléchir. Ah Bon, ouais. j'adore Paris, mais j'adorais Paris à l'époque, mais là, c'était New York, quoi. Big Apple en 2006, on est en plein boom de l'économie, il y avait pas mieux comme, playground d'adultes, voilà, pour rigoler, quoi. Donc c'est vrai que, non, j'y pensais pas trop. Ouais. J'y pensais pas trop Parce tout de que ça suite. aurait pu, tu vois, tu né, tu te dis: «OK, bon, bah, j'ai cette entreprise-là. Mmh. J'ai besoin d'aller, rouler ma bosse un peu partout, mais je sais que je Non, finirai parce par y ouais, revenir». mais C'était pas du tout on n'a pas tactique, été éduqués comme ça. ouais, oui, On c'était n'a pas pas, une moi pression, mais même mon père, mon oncle nous ont jamais éduqués, en tant que repreneurs, de la boîte. Je pense c'est qu'ils ont, chouette ça. ils étaient assez jeunes quand ils ont repris la boîte. Ils étaient très jeunes quand ils ont repris la direction de la société, ils avaient à peine 30 ans, même pas 30 ans et donc je pense qu'ils étaient en plein développement, ils avaient besoin de grandir, ils faisaient leur bonhomme de chemin dans la société et la société, elle avait pas du tout la même taille quand ils l'ont prise, donc ils étaient en plein boom. Et je pense pas ils pensaient à ces questions-là quand nous, on avait 20 ans, ils disaient: «Bon, bah, voilà, nous, on a encore plein d'années à faire». Ils sont toujours présents, hein, donc voilà, c'était pas et tant mieux Ouais, finalement. Parce que mais c c'est pas encore une fois, je reviens, c'est un héritage de fait parce que c'est une société donc par l'actionnariat, mais pas de fait par la gouvernance. Je pense qu'il faut être moderne et c'est, surtout pas. J'insisterais même presque, s'il y a aucune personne de la famille qui est capable de gouverner cette société dans le futur, il vaut mieux avoir un bon directeur général extérieur à la société avec un actionnariat familial qu'un mauvais directeur de la famille qui fait tout rouler. Parce que là, c'est comme ça que bien tu fais sûr. éclater une famille. Ouais. Mais du coup, c'est ça aussi qui est beau, c'est que vous êtes là parce que par choix. C'est ça, ça a pas été Ouais. imposé. Enfin, en tout cas, je Non. parle pour toi, je Non, 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 mon cousin, cousin, c'est la même mais chose. Ouais, non, c'est pas le choix. c'est bien. C'est une bonne dynamique, je trouve, C'est mieux, ouais. j'imagine que ça explique aussi probablement le succès. C'est que vous avez choisi d'être là, que vous êtes là, par amour, par conviction. Ouais, tu le fais plus enfin, tu te lèves le matin, Ouais, ouais, c'est quand même plus c'est léger, quoi. différent. Ouais, exactement. Ça peut être pesant, Ouais, oui, ouais. mais c'est différent, ouais, exactement. L'approche, elle est plus facile, Mmh. elle est plus, passionnée. Il y a, il y a une cohérence entre, tes expériences chez IWC et Line Rosé parce que tous les 2, j'ai cru lire, enfin tu me dis si je me trompe, que c'était des éditeurs, fabricants, distributeurs. Il y avait cette spécificité dans tes 2 boîtes, Ouais, il me semble. exact, Heu c'est vrai. Mmh. et tu as dit par ailleurs que, pour toi, c'était important de maîtriser vraiment la chaîne de A à Z parce que c'est là où tu as toute la liberté, pour créer. C'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est vraiment tu pars d'un dessin et tu suis le truc jusqu'au bout. C'est important pour toi cette liberté pour, avoir un bon processus de création? Bah, je dirais que c'est important, mais une fois que tu as baigné dedans, c'est primordial, quoi. C'est un peu comme tout, quand tu as goûté au meilleur, c'est difficile de revenir juste en dessous et je dis pas que mais être éditeur, fabricant et distributeur, ça donne, la main, tu as la main mise sur tout là. C'est toute la chaîne que tu contrôles, tu peux jouer avec toute la chaîne. C'est génial de pouvoir déjeuner, discuter, prendre du temps avec des designers qui t'expliquent tout le cheminement, comment ils sont arrivés à leurs produits, pourquoi ils arrivent à ce produit-là et ainsi de suite. Et après l'étape d'après, c'est discuter avec tes prototypistes, donc parmi les meilleurs artisans qu'on puisse avoir dans la société et leur expliquer, discuter avec le designer et eux qui t'expliquent: «Bah, ouais, mais ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Bon, on va faire comme ça, mais oui, on va» et puis tu vois ça et puis après ça arrive, aux méthodes, donc ce qu'on appelle méthode indus, dans une industrie, c'est ce qui transforme le flux du prototype en flux industriel. Ces gens-là reprennent en disant: «Ouais, alors attention parce que voilà, en production, ça, on pourra pas le faire, c'est pas possible, parce que on passe sur de la série un petit peu et puis après tous les corps de métier de l'industrie qui arrivent et qui jouent, comme dans un orchestre, la gamme et donc tous ces gens-là en dessous avant, c'était un peu les chefs d'orchestre et puis d'un seul coup, ça part dans la prod et tu vois sortir, le dessin et arriver chez les gens
Et moi, je suis hyper heureux, c'est pas parce que c'est mes produits, mais quand je vois quelqu'un qui est content du produit, chez eux et que les gens sont contents d'avoir leurs produits, je trouve ça génial. Même quand j'ouvre la presse, là, j'ai acheté le LD Corp ce mois-ci, je sais pas si on a le droit de citer des noms, mais il y a un article, d'une architecte d'intérieur à Lyon, qui a fait un super bel appartement et qui a un Togo dedans et bah, c'est super. Moi, je suis hyper content de voir, bah, voilà, hop, il y a le Togo et je me dis: «Bah, ces gens-là, heu, ils sont heureux, ils le montrent, donc ils sont heureux et nous, bah, tout le process, tous ces gens-là, tous les gens qui sont derrière sont hyper contents de pouvoir les voir en plus à la sortie en disant: «Là, quand ça va dans la presse, c'est génial». Moi, dans les ateliers, ils me disent, nous parce que nous, on ne sait pas où ça va. Le produit, on ne sait pas à qui il est attribué. On a des magasins, on a la distribution des magasins. Donc quand c'est en production, on sait que ça va au magasin de rue du Bac, au magasin de Saint-Antoine, mais on ne sait pas que ça va à Madame Michu, d'accord? Mais quand, le client arrive à voir que Madame Michu, en fait, c'est quelqu'un de super connu ou qu'on voit même l'intérieur de Madame Michu, il dit: «C'est moi qui l'ai fait». Ils sont méga heureux en Ouais. disant: «Bah, c'est génial» et donc cette transformation, moi, je trouve que c'est un peu l'histoire de la chenille, au papillon, tu vois? Tu pars du tout début et puis tu vois, la transformation, la chrysalide et puis le papillon à la fin et voilà et ça, c'est assez cool. Tu vas me dire un truc d'enfant, tu vois? Genre, ça t'émerveille encore, Ah ben alors complètement. que Mais tu c'est comme baignes les petits dedans trains, depuis c'est comme ouais. tous ces trucs. Enfin, je veux dire, moi, je jouais au petit, je jouais au Lego énormément. Donc, mes enfants jouent aussi au Lego, mais Ouais. énormément. J'ai eu la chance d'avoir plein, 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 plein de Lego. C'est génial, tu arrives devant ta boîte de Lego et là, c'est bien ou moins bien, mais tu dis: «J'ai fait quelque chose». Et bah, être capable de faire quelque chose, bah, je trouve que c'est cool. Il y a ceux qui sont très bons pas en jardinage, ceux qui sont très bons en bricolage. Nous, on est bons en industrie. Et voilà, bah, ça, c'est cool. De pouvoir transformer une idée en produit de tous les jours, c'est assez sympa. Mais c'est beau la manière dont tu le racontes parce que je l'avais plus lu, mais très rapidement. J'avais pas trop creusé, mais plus lu, dans, la notion de contrôle, le besoin de contrôle, tu vois? De te dire: «Non, nous on veut parce que on veut, Ah! tu vois, la qualité et cetera» et en Mais fait ça, la ça manière vient avec, ça vient, bien mais évidemment, c'est ça vient intrinsèque, par-dessus, mais c'est cherry on top of mmh, the cake, comme ils disent, mais ouais, c'est, c'est, c'est vraiment le fait de pouvoir, contrôler de A à Z, c'est de voir, tout ce ouais, ouais, cheminement en entier. Si tu es éditeur, bah, tu as cette petite partie qui est sympathique, mais après tu donnes ouais, ton bébé à quelqu'un qui va l'industrialiser. Donc là, tu perds quand même, pendant de nombreuses semaines et ainsi de suite, tu ouais, ouais, transmets ça te quelque chose en dépossède. disant: «Bah, j'espère qu'il va bien le faire», quoi. C'est un peu, tu es là: «Ouh là, j'espère que ça va être fait correctement». Alors moi qui suis un peu contrôle fric, tu vois? Tu l'admets. Je l'avoue, ouais, j'ai dit que je sais pas. Voilà, bah, là tu dis: «Ah mince, où ça part?» Mais alors il y a plein d'artisans extérieurs qui sont géniaux. On travaille nous avec plein aussi. On produit que 83 de notre chiffre d'affaires en France. Donc, D'accord, il y a un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires qui est fabriqué chez d'accord. chez des fabricants extérieurs, qu'ils soient italiens, qu'ils soient portugais, qu'ils soient allemands. C'est pas le problème. C'est des gens de qualité qui savent très bien faire les choses. On sait reconnaître aussi les bons artisans extérieurs. Mais de pouvoir tout gérer, de pouvoir tout avoir et de pouvoir discuter avec toute la chaîne, c'est extraordinaire. Quand on a un Et surtout héritage quand on est les seuls, quasiment, en France? en France. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que ça se fait plus, On est très peu à être, dans l'industrie de l'ameublement, à être éditeur, fabricant et distributeur. Et je pense qu'on est la seule marque, en mobilier contemporain haut de gamme, de cette taille, qui fait ça, quoi. c'est important, tu penses, pour les consommateurs? Je ne sais pas s'ils ont conscience de ça. Alors, il y en a beaucoup qui me disent: «On n'a pas assez conscience du fait que vous êtes fabricant». Ouais, Et français. Donc, nous, on essaie de faire le nécessaire pour qu'on le mettre en avant, clairement, et le faire savoir. Maintenant, oui, de plus en plus, on va dire, ces dernières années, il y a un besoin de sens quand même par rapport à ce qu'on achète. Heu, J'espère de ne pas me tromper, je ne suis pas économiste, donc, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais, j'espère qu'on a passé ce stade de la consommation à tout prix pour revenir à une consommation plutôt, réfléchie et donc se dire, OK, les canapés chez Rosès, c'est plus cher, mais parce que c'est fabriqué en France. Et qu'est-ce que ça veut dire que la fabrication française? C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi, moi, nous ici dans le studio aujourd'hui, qui ont un travail, qui vivent de ça et qui vont faire que le système va être alimenté par tout ça et qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a une qualité, voilà et qu'on reconnaît en fait, la qualité de nos concitoyens entre autres, mais et donc voilà, je vois que je pense qu'il y a un petit plus et puis on est quand même une des nations du savoir-faire du premium et du luxe. Si aujourd'hui tu parles à n'importe qui dans le monde et tu parles de luxe ou de ouais. premium, de haut de gamme, ils vont te citer 2 pays normalement tout de suite, c'est l'Italie et la France.
Et voilà, donc ça nous paraissait logique de pouvoir continuer et maîtriser complètement cette chaîne. Ça marche. Donc sur la partie héritage, hem, quand tu arrives comme ça en cours de route entre guillemets, comment est-ce que tu arrives à jauger entre, ce que tu dois changer, ce que tu dois conserver, tu vois? Quelle innovation tu apportes? Il y a une recette qui marche, il faut peut-être pas la changer, enfin, tu vois, comment tu arrives à Ouais, jauger? c'est l'entrepreneur là, je Ouais. dirais. C'est là où il n'y a pas de recette, hein. Enfin, s'il y en a une, j'aimerais Le bien la secret, c'est qu'il y connaître en a parce que pas. ouais, exactement, ça serait génial s'il y avait une recette. Mais non, on s'embêterait. On s'embêterait s'il y avait une recette vraiment à suivre. C'est comme, bah, à la limite, c'est un peu comme la cuisine. Tu as la recette et puis après, il y a ton coup de main qui va faire que ton plat, il va être différent, mais il va être meilleur, moins bon que la recette. Bon, c'est à toi d'avoir le petit coup de main, la petite étincelle qui fait que c'est un peu différent. Heu, je dirais que là, c'est de l'apprentissage, c'est beaucoup d'écoute par rapport, ça fait 18 ans que nous qu'on travaille dans la société, donc on regarde ce qui se passe dans le marché de façon générale, qu'on apprend à connaître notre société au travers, de mon oncle, mon père et des collaborateurs qui nous entourent et donc on arrive aujourd'hui à comprendre quand même l'héritage de la société qui peut fonctionner versus, la modernité qu'elle doit apporter. C'est vrai qu'on est un peu, on est Janus, on a 2 têtes, on a cette tradition que le Togo va représenter finalement parce que années 70, Asmara, années 67, donc on arrive sur des sièges qui sont ce qu'on appelle structure toute mousse, donc ils sont faits que de mousse finalement. On était hyper novateurs à cette époque et c'est pour ça que notre tradition finalement, elle est intéressante à étudier parce que à l'époque, on était au top de la modernité du Ouais, siège. Ce ouais. Togo sur lequel on est assis, quand, mon grand-père l'a présenté, au salon c'était des arts et métiers je crois, des arts ménagers pardon, au salon des arts ménagers, il y avait des distributeurs qui disaient: «Jean, on t'adore mais bon, ton canapé, où il manque les pieds et la base, Ouais, on comprend pas trop». ouais, Ça a été un peu rapide ouais. et donc grosso modo, tout ça pour dire, c'est qu'on était tellement innovants qu'on a même perdu certains dans la distrib et ils disaient: «Non mais ça ne marchera jamais». Bon, bah, heureusement, ils ont eu tort, on va dire et 50 ans plus tard, c'est certainement un des canapés les plus vendus au monde, sans interruption et donc cette tradition du canapé qui est fait, avec des structures, en mousse, perdure chez nous, heu, mais ça n'empêche pas que, voilà, il y a une certaine modernité. On apporte, ça on joue sur le savoir-faire de la mousse pour être hyper moderne et puis on revient un peu à nos traditions en rééditant un petit peu, de temps à autre, on OK. a réédité les Kashima et là cette année, sans divulguer, mais on a une super édition qui arrive chez Sina. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'avoir des rééditions, de pouvoir travailler son passé et d'être toujours projeté à l'avant. Donc ça n'empêche pas qu'on continue de travailler avec, l'avant-garde du design et des nouveaux designers tout le temps, tout le temps, tout le temps parce qu'on ne veut pas faire que de la réédition. Ça nous intéresse pas. Oui, c'est normal, c'est une demande du marché, c'est notre tradition, donc voilà, et elle était assez moderne pour la respecter. Mais maintenant, le but, c'est quand même de pousser vers l'avant. Sinon, dans 20 ans, je sais pas ce qu'ils vont faire. C'est encore moderne aujourd'hui Ah, c'est méga moderne. comment dire? Le truc de la mousse. Ah oui, ah oui, oui, bah, c'est moderne dans le sens où, la mousse, c'est pas un élément, c'est pas un bloc de mousse qu'il y a en dessous. C'est pas, on n'arrive pas avec un gros morceau de mousse puis qu'on coupe, avec des ciseaux. Il y a un travail qui est fait, il y a un travail, il y a 4-5 densités de mousse. D'accord, Il y a plus de 11 pièces de mousse en dessous. d'accord. Donc ce qui fait que c'est un assemblage, technique, de qualité. Donc oui, c'est moderne et puis après il y a toute la housse qui apporte, le super confort, du Togo entre autres. Mais oui, non, le travail de la mousse, c'est hyper moderne. Avec la mousse, on arrive à faire des choses, incroyables, et puis même il y a des évolutions dans la mousse qui font qu'aujourd'hui on arrive à faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire ou qu'on fait différemment que dans le passé, voilà, et qui apportent plus de confort. Ce qui est encore, on revient sur la définition du design. On améliore notre produit de façon, enfin quotidienne presque. Comment est-ce que tu penses arriver à exprimer ton individualité dans cette, autoroute toute tracée? C'est quoi Ah! ta Bonne question. la touche perso que tu arrives à apporter? Ouais, alors la touche perso, je pense qu'elle viendra, à la fin de ma carrière. Je pourrais te dire à peu près ce que j'ai, Ouais. la touche perso, que j'ai apportée. À la limite, là aujourd'hui j'en suis, qu'au début du milieu de la carrière donc voilà, c'est un peu plus dur. Je pense que
on apporte, alors là, je vais on, parce que même mon cousin, j'espère qu'il sera d'accord avec ce que je veux dire, mais je pense que oui. Bon, nous, on va apporter une différenciation qui est due à notre âge, à notre génération. Déjà, on a une génération qui est plus en phase avec la génération, plus en plus en phase avec la génération de gens qui achètent nos produits et plus en phase avec notre façon de vivre. Je ne dis pas que mon père et mon oncle ne sont pas en phase avec notre façon de vivre, mais plus on vieillit, et ça m'arrivera aussi, donc j'en suis conscient, plus on vieillit, moins, on va dire, on va s'intéresser à une certaine façon de vivre ou quoi que ce soit. On est plutôt dans nos habitudes, parce qu'on aime bien être rassuré. Et donc, nous, on essaie d'apporter cette fraîcheur, cet angle un petit peu différenciant. Et puis, doucement mais sûrement, on met notre patte. Olivier et moi, on définit souvent notre management comme une évolution et non une révolution. Et je pense qu'une société qui a 160 ans, donc une vieille dame déjà, a besoin d'évolution, mais sans être révolutionnée. Parce que si tu veux la révolution, tu casses tout. Voilà. La preuve en est, après la Révolution française, ça n'a pas été joyeux, ça n'a pas été tout de suite super. Donc il faut une évolution et non une révolution. Ok, on prend soin de la vieille dame. Exactement. C'est dur de co-diriger? Ah non, c'est génial. Ouais. C'est super. Co-diriger, ça a plein d'avantages. Enfin, après, c'est une façon de manager, hein. Je pense qu'il y a quelques grands managers de ce temps, dont je tairai les noms, mais qui ont fait la presse quotidiennement, qui auraient peut-être beaucoup de mal à co-diriger. Mais non, c'est génial. Ouais. C'est top. C'est top parce que finalement, il faut connaître ses limites. Je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait s'entourer déjà. Donc, qui sait connaître ses limites et qui dit, il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi. Moi, je suis là pour faire que le papier à musique joue la bonne musique. Encore une fois, un peu le chef d'orchestre de tout ça. Mais le chef d'orchestre, c'est pas le meilleur dans les instruments. Généralement, il est pas bon au trombone, au violon, au violoncelle et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'avoir, comme l'orchestre, je dirais, c'est d'avoir les meilleurs musiciens. Et toi, savoir leur faire jouer la note au bon moment, au bon moment. Et donc, à deux, on a l'avantage d'avoir un orchestre. On a un orchestre qui est très très large, et donc à deux, on arrive à avoir un chef d'orchestre qui est beaucoup plus large. Et on aime travailler ensemble avec Olivier. On partage le même bureau. Donc ça, c'est un petit truc qu'on a fait quand je suis rentré des États-Unis. Il avait un très grand bureau, Olivier. Et je lui dis, je prendrais bien la moitié de ton bureau. Et on est face à face, vraiment l'un en face de l'autre. Il y a une table de meeting en face de nous deux. On a des petites parois pour pas avoir juste nos têtes. Bah, il est assez grand le bureau, mais comme ça nous permet d'avoir un peu de comment on dit, de privacy. Ouais. Voilà, pardon pour l'anglicisme. Mais Mais on travaille dans le même bureau. Ouais. Et en fait, on entend tout. Donc déjà, on va très vite. Même si c'est pas sur notre sujet, on entend ce qui s'est passé. Donc si jamais, bon, faut en parler, on peut en parler plus rapidement. Et puis deux, ça nous permet d'être sur la même longueur d'onde à 100%. Donc c'est comme s'il y avait, c'est vraiment un corps avec deux têtes. Mais voilà, on donne le même tempo. Mais voilà, nous, ça nous permet de brainstormer très vite, au moins tout le temps. Et c'est assez cool pour ça. Voilà, on échange beaucoup. Ok. Est-ce que pour les équipes, c'est pas dur de, entre guillemets, s'immiscer ou d'arriver à rentrer dans la danse avec vous si vous, ça fonctionne, c'est hyper naturel, c'est inné? Ouais. Est-ce que des fois, ça peut être dur pour les équipes? Alors ça, ouais, ouais, si ça peut, Ouais. aujourd'hui, ça l'est encore un peu parce qu'on n'est pas deux, on est quatre. Oui. Il y a eu cette passation qui s'est faite il y a 2 ans, 2 ans et demi, donc il y a ceux qui avaient l'habitude de travailler qu'avec mon père et mon oncle, il y a ceux qui sont rentrés qui ont l'habitude de travailler avec nous deux, et puis il y a ceux qui sont un peu entre les deux, et donc doucement et sûrement, on est en train de plus, on va dire, prendre certains rôles chacun avec Olivier plus précis un peu dans la société pour que justement les gens soient un peu moins perdus. Ouais, que ce soit lisible. C'est-à-dire que voilà, tu peux pas dire ouais, alors un coup le marketing c'est lui, l'autre coup c'est l'autre, la finance et ainsi de suite. On essaie de plus se trouver des spécialités finalement, se spécialiser, mais en ayant un tronc commun qu'on partage complètement. Donc voilà. Mais ça fonctionne relativement bien. Mais oui, tu as raison, ça peut parfois poser quelques difficultés. Mais c'est l'avantage d'une ETI, une société familiale, c'est que généralement, si on cherche mon bureau, on le trouve. Est-ce que de porter un nom, alors là, enfin, en l'occurrence le tien, le nom de Rosé, est-ce que ça peut être un peu à double tranchant à la fois, ça t'ouvre des portes, parce que t'es un Rosé, et en même temps, on peut dire, t'es un Rosé, donc si tu réussis, c'est entre guillemets facile. Tu vois ce que je veux dire? Ah, alors,
je pensais que la question elle allait pas se terminer comme ça, mais c'est intéressant. Non, non, c'est intéressant. Alors, j'ai rarement eu, sur la deuxième partie de la question, j'ai rarement eu d'être un rosé, ça doit être facile. Alors, il y a peut-être plein de gens qui l'ont pensé, qui ont pas eu l'honnêteté ou le courage de me le dire. Bon, ça, c'est une chose. Après, après je réplique souvent, je dis souvent, oui, c'est un avantage d'être un rosé quand tu diriges une boîte qui s'appelle Rosé. Ça, c'est sûr. On a la chance d'avoir une certaine notoriété dans le milieu de l'ameublement de façon mondiale. Donc, c'est bien sûr que c'est hyper intéressant et que ça nous ouvre plein de portes à ce niveau-là. Après ça, c'est surtout une grosse responsabilité. Donc pour les gens qui diraient: «Ah, c'est facile», je leur dirais: «Ouais, ouais, venez prendre la responsabilité d'avoir votre nom sur la marque et d'avoir votre nom sur les publicités, sur les produits et ainsi de suite». On engage le nom de notre famille sur des qualités d'excellence, de design, de beau, tout le temps continu. Donc on s'engage en fait à titre personnel et toute notre famille, tout le temps. Et ça, c'est, mine de rien, c'est quand même c'est pas un poids dans le sens, c'est lourd et ça nous écrase, mais c'est quelque chose quand même qui est là, qui est sur Ouais, tes ouais. épaules et voilà, on t'a confié, on est 2, on nous a confié, cette, de Cette porter notre responsabilité. nom, voilà, au plus loin. À l'époque des chevaliers, voilà, il faudrait se battre sur un terrain, et casser la gueule de l'autre, pour arriver à dire: «Ma famille est plus forte». Là, c'est pas le cas, là, c'est de l'entreprise, mais voilà, montrer que on sait faire aussi et que notre marque, c'est grâce au management de la famille. J'ai du coup un peu discuté, très rapidement avec, Frédéric, mais, je lui demandais, s'il devait retenir une chose de toi, tu vois, me sortir un peu, quelque Mmh. chose qu'il trouve marquant chez toi. Lui, il m'a parlé de ton aspect, toujours, soif d'apprendre, curiosité, ouverture d'esprit, d'y aller sans appréhension, enfin voilà, que ce soit dans un nouveau poste, ou sur un autre continent, enfin voilà, ce truc, Mmh. toujours tourné vers, l'autre, tu vois, de découvrir. Heu, c'est un truc qui est inné chez toi? Alors inné, je sais Ah, pas ça si résonne c'est déjà quand je te le dis, tu ouais, ouais, alors inné, je pense, je sais pas si c'est inné, ouais, mais ça vient, encore une fois, ça vient de l'éducation. OK. J'ai vécu à la campagne, je suis arrivé à Lyon en tant qu'interne, donc déjà je vivais, toute la semaine, à l'internat. Donc là, tu te crées des potes, tu te crées un milieu, tu te crées ton microcosme, en fait, perso et puis le week-end, tu retrouves, donc c'est un peu cette modernité où tu dis: «Bah, je crée ma vie» et puis hop, le week-end, tu reviens sur la tradition, la famille. J'ai quitté Lyon juste après mon bac. J'ai vécu j'ai dit combien? 7, 8 ans, 9 ans, je sais plus et même chose, donc là, bah, j'avais ma vie, mais en dehors de mon cocon familial. Finalement, il y avait ma sœur qui était là. Pendant, quelques années, on a été tous les 2 à Paris ensemble, mais c'était tout et on se voyait pas forcément tout le temps régulièrement et après New York. Donc là, New York, c'est, le grand saut, j'étais jamais allé à New York. Quand je suis arrivé à l'âge de 26 ans à New York, c'était ma première fois. Alors pas aux États-Unis, mais ma première fois à New York. J'ai pris une énorme claque, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, là, il y a une taille différente, c'est un peu ça va changer et il faut, trouver un appart» et tu repars de 0 et en fait, Ouais. tu repars et je me suis retrouvé comme si la première fois où j'y arrivais à Paris, où il a fallu que je trouve un appart étudiant Ouais. et je m'y suis pris trop tard en pensant, le gars qui sort de Lyon ou de sa campagne, qui fait: «Ouais, c'est cool» jusqu'à la dernière minute. Je me suis retrouvé à Courbevoie. Bon, c'était pas trop loin de l'école, donc ça allait, mais j'étais là: «OK, c'est pas ce que j'avais vu moi de Paris», en me disant: «Ouais, ça va être super, le jeu de Paris au pied de la tour Eiffel, ça va être génial». Ouais. Voilà, la carte postale, bah, c'était pas du tout ça là. Et là, bah, je me suis retrouvé de la même façon à New York à 26 ans et je me suis dit: «En fait, voilà» et j'ai appris, ouais, en fait, j'ai appris à toujours, et à aller plus loin, à et tu obligé après donc ce sens, je pense que Fred, met en avant, c'est que lui, il a eu un peu le même parcours, je dirais. Fred, c'est quelqu'un qui vient du sud, qui est allé à Paris, qui a vécu aux États-Unis, qui revient juste maintenant, à Paris donc on a un peu ce même parcours finalement et quand tu fais ça, bah, tu es obligé d'aller voir les gens, tu es obligé de discuter parce que ton cocon, en fait, ton groupe de potes, ce qu'on appelle aujourd'hui, ta fan zone ou je sais pas, enfin, comment on peut appeler ça, tu la déplaces pas. Elle reste à un Oui. endroit et donc tu peux parfois en emmener un petit morceau. Tu dis de Lyon à Paris, j'avais un petit morceau de potes qui étaient là, qui sont restés avec moi, donc ça, c'était cool. J'ai découpé un petit Ouais, morceau de non, mon mais il y en pote. a certains qui sont venus à Paris aussi pour leurs études, donc j'avais Bien un sûr, bah, petit oui, partie oui. du groupe de potes. Ouais, ouais. Puis après, passer à New York, bah, les groupes de potes, que Faut dalle, il y en avait refaire. plus. Ouais. Donc il a fallu que je re et j'ai un groupe d'amis, je peux même dire, new-yorkais et qui sont même revenus en France que je vois et maintenant on arrive à mixer les 2
Ouais, je suis curieux, ouais. En fait, je m'interdis plus à être curieux, et surtout, il y a un truc, qui alors ça va peut-être avec le fait que j'ai coupé Instagram, il y a pas longtemps. Je m'interdis maintenant de ne plus parler aux gens. En fait, on est sur terre pour 80 ans à peu près, moyenne d'âge pour un homme, hein, messieurs, voilà, voilà. Donc on n'est pas là longtemps. Il faut qu'on remette un petit peu la parole, il y a rien de plus chiant que, les emails, par exemple. Alors là, mon père va être ravi que je dise ça, sur un podcast, mais on a trop d'emails, nous, on Ouais, essaie de leur dire: «Mais venez nous voir, parlez-nous», ouais, ouais, ça n'empêche pas qu'il faut du reporting et tout, mais ouais. ce qu'on fait là, par exemple, le podcast, moi, je trouve que c'est un des meilleurs médiums parce qu'on a le temps, on prend le temps de discuter, de parler, de faire des erreurs, de revenir en arrière, et on a perdu un peu le sens du contact humain, mais tout le monde, hein, la planète entière, parce qu'on pense que d'avoir un téléphone portable va nous sauver, un ordinateur va nous sauver. Non, ce sont que des écrans, et comme son nom l'indique, c'est un écran, c'est quelque chose qui te bloque, plus qu'autre chose, finalement, Ouais. et la vraie relation, elle est là, et donc ouais, je m'interdis plus du tout, voilà. J'ai envie de discuter avec quelqu'un, je discute avec quelqu'un, et j'ai envie de faire des choses, bah, je les lance. J'ai plein de projets, sympas, hors, boulot, que je veux faire, et je me dis: «Ben, faut pas attendre d'être à la retraite, faut pas attendre, faut les faire», donc on y va, et ouais, donc je deviens assez curieux, ouais. Il y a eu quelque chose, Bah, d'aller, de passer de ma campagne, d'être un gamin qui était à la campagne, qui est allé à Lyon, interne, puis après j'ai vécu à Lyon avec mes parents, ma famille, ouais, à Paris, ainsi de suite. Bah, tu t'intéresses, je te dis, tu es tout le temps, en fait, j'ai été, tout le temps, motivé par, rencontrer d'autres personnes, enfin, motivé et forcé, dans un ouais. sens, et en fait, de ce côté forcé, bah, tu peux prendre le côté négatif en disant, c'est chiant, c'est galère, j'ai pas envie, machin. Bon, et tu pas, en fait, tu fais pas grand-chose. Et si tu le prends de façon positive, bah, tu peux faire que des belles rencontres. OK, il y en a plein, voilà, Oui, dans le lot, mais tu gardes les belles rencontres, et finalement, tu es vachement plus optimiste en plus. Tu gardes que le meilleur du truc à chaque fois. ouais, c'est hyper Et enrichissant. là, en 44 ans, bah, voilà, j'ai fait un petit bout de chemin, ouais, c'est Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'appliquer ou d'impulser au travail autour de toi? ouais. Alors Ouais, je leur dis souvent, il y a 2 façons de voir, dans le business, tu as quand même 2 modèles. Enfin, pour moi, il y a le modèle, européen ou français, et le modèle américain. Heu, le modèle français, c'est, on a une problématique qui se pose à nous ou un projet, on va se mettre à table et puis on va essayer de trouver tous les problèmes du projet. D'accord? C'est-à-dire, «Ouais, mais attention là, et ça, et ça, et ça, et ça». L'américain, alors là, tu es pas encore parti, tu as déjà fait au moins 4 ou 5 meetings de 2 heures, 3 heures, donc tu es avec et puis des cerveaux brillants, hein, qui, c'est un phosphore. Mais tu as toujours pas avancé, mais tu as un mapping de tout ce qui peut se passer de mauvais, quoi. Grosso OK. modo, il faut faire attention. Et puis tu as les Américains qui disent: «Voilà, c'est une idée, ah excellent, on y va». Ouais. Alors pas de brainstorming, enfin il y a du brainstorming, mais ils y vont. Et puis Ouais, ils se prennent porte après porte. ouais, En revanche, à chaque fois qu'ils prennent une porte, ils apprennent. Ils apprennent. Et moi, j'inculque, le fait qu'il faut essayer, il faut y aller. C'est pas parce que, alors bien sûr, il faut pas se lancer tout le temps, voilà, un peu de réflexion, c'est bon il faut aussi. avoir de la réflexion. Mais on fait la partie réflexion et on enclenche. Si on n'enclenche pas, on verra pas en fait la vraie problématique qui est le terrain, ce qui se passe pour de Ouais, vrai. Et ça, bah, sur le papier, tu pourrais dire: «Ah, ça aurait pu être ça, cela aurait pu être, ou est-ce que c'est ça?» ouais. Et la réalité, elle arrive que si tu vas sur le terrain. Et donc, voilà, il faut être capable d'y aller, d'y aller. Alors il y a un mec, que j'aime pas forcément, plus que ça, en tant que patron, parce que je trouve qu'il est mais qui est brillant là-dessus, il s'appelle Elon Musk. Il a démontré qu'il y a encore 10 ans, envoyer moi je trouve qu'on a eu une révolution quand même, il y a quelques semaines, j'en ai parlé à mes enfants et j'en parle à tout le monde en disant: «C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé». Nos parents, ils ont vu partir des fusées dans l'espace, sur la Lune et tout. Incroyable. Nous, on a vu partir une fusée et elle est revenue se poser au même endroit, au millimètre près. D'accord? C'est complètement dingue. Bah, ce mec-là, il y a 10 ans, il a dit: «Je vais envoyer des fusées». Alors, il veut aller sur Mars, ça, on va lui laisser, mais et elles vont revenir. Il a mis 10 ans pour le faire. C'est extraordinaire. Donc quand on veut, en fait, voilà. Et alors il en a eu, hein, ils sont tombés, machin, on s'est foutu de ce on lui a dit: «Ouais, tu vas pas y arriver». C'est vrai qu'il est passé à ça de la faillite et tout. Et aujourd'hui, bah, c'est le plus gros lanceur de de satellites ou dans l'espace et ainsi de suite. Il a une boîte qui est énorme, et c'est juste extraordinaire. Donc en fait,
l'échec, c'est un truc que j'ai appris aux États-Unis. L'échec, c'est juste quelque chose de positif, hein. Il faut avoir des échecs dans sa vie. Et les échecs, tu les tournes, et tu les prends. Il y a celui qui va ruminer en disant, voilà, je suis un loser. Bon, ça apporte rien, ça, c'est dommage. Mais tu dis, pourquoi j'ai losé? Ok, bah, je rebondis et j'évite. Ouais, Donc tu voilà, il y t'es- a deux façons de voir l'échec. Et je pense, j'aime bien la façon américaine de le voir en disant au contraire, si tu as des échecs, c'est que tu progresses. Mhm. Moi, je leur dis, mes enfants, c'est au ski. Je leur dis, si tu tombes pas, c'est que tu sais pas bien, c'est que tu progresses pas. Quand tu tombes, c'est que tu progresses. Donc, on m'a toujours Ou dit que au tu n'as pas ski, pris assez de risques, tu vois. t'as pas pris assez de risques, exactement. C'est que tu es bien plan-plan sur. Non, il faut tomber pour Ouais. progresser. Tout à l'heure, tu as dit que le design il permet de réinventer les produits de tous les jours, de les rendre meilleurs, plus beaux. Je voudrais qu'on s'attarde sur la notion de beau, parce que aujourd'hui, dans la société, on va un peu opposer le beau à l'authentique. Tu vois, comme si le beau, c'est que l'apparence, que Mm. la coquille. Et je pense que c'est pas forcément la dimension que toi, tu as en tête quand tu parles du beau et à Non, quel point ouais. c'est important. Enfin, c'est aussi le beau, ce que ça t'apporte à l'âme. Qu'est-ce que tu peux nous dire Non, mais là-dessus? le beau, exactement, c'est pas uniquement le produit en lui-même. C'est pas. euh, j'ai commencé à dire, on fait du beau, et puis le beau, c'est quelque chose de très, on va dire, euh, c'est très, comment je pourrais dire, euh, ah, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Superficiel? Non, non, c'est pas superficiel, c'est très personnel. Ouais, Je veux oui, dire, c'est très personnel, le oui, beau. oui, oui. C'est comme l'art, on va dire, ah, c'est beau. Dans les musées, tu Oui, entends, oh, c'est subjectif, beau. ouais. C'est hyper subjectif, merci, je cherchais le mot. Dans les musées, dire, ah, c'est beau, ça apporte pas grand-chose finalement de dire que c'est beau. Le beau, c'est plutôt une façon de voir la chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est beau? C'est un équilibre. C'est pas le produit en lui-même, c'est le produit dans un espace, dans un certain coloris, avec une certaine personne. Pour le design, c'est un équilibre de choses qui font qu'il y a un ressenti, comme tu disais, bah, tu as l'âme qui peut être belle chez une personne. On peut dire d'une personne qu'elle est belle, c'est pas physique. Oui. Et une personne est belle parce qu'elle a fait plein de choses qui font que cette personne, ouais, est quelqu'un de beau et qui est, ou bonne. C'est dans le sens euh, qui fait du bien. Et là, c'est un peu la même chose. On essaie de faire des produits qui font du bien. Mhm. Beau dans le sens, le soir, tu es claqué, tu rentres chez toi, il pleut, il fait froid, tu es à Saint-Mandé et tu habites à l'autre côté de Paris, d'accord? Tu Je vas me rentrer projette bien. tard. Ouais, tu vas rentrer tard. Est-ce que tu n'as pas envie d'être dans un canapé où quand tu vas rentrer, tu vas faire Ouais. un peu comme le Togo, où on est assis depuis 1 heure et demie quasiment déjà, et où on ne se lasse pas d'être assis. Et finalement, nous, c'est ça notre beau. C'est de dire, si on arrive à donner une petite satisfaction de quelques secondes chaque jour grâce aux produits qu'on fait, on a fait des beaux produits. Voilà, c'est ça le beau. C'est ça que la notion de confort, je la trouve intéressante quand elle est liée. Enfin, tu vois, tu la lis comme ça au beau. Le fait que ça te fait du bien, je trouve que c'est un truc qui est hyper important parce que ça crée aussi un. Enfin, c'est l'histoire que je me raconte, mais je trouve que ça crée un affect aussi Mhm. avec le produit. C'est un, c'est quelque chose. Il est dans la vraie vie et il va faire partie intégrante de ce que tu vas pouvoir vivre en famille, avec tes amis, etc. Tu vois, je sais qu'à un moment dans une interview, tu avais cité le fait que la nuit, tu te relevais pour donner les bibis à tes enfants. Ouais, ça Et en m'est fait, arrivé. Alors plus maintenant, mais ouais, ça m'est arrivé. mais On ouais, de faisait te ça. retrouver et tu es là, en fait, tu es calé dans ton canapé, tu donnes le bibi et en fait, tu es Exactement. tellement bien que tu finis par t'endormir, Ouais. etc. Et C'est un Ploum à New ouais, York. Ouais. Je m'endormais c'était avec ça. mon fils. Ouais. Ouais. Je me réveille en sursaut en disant j'espère que je l'ai pas Oh merde. écrasé. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, ben c'est ça. Mais c'est un peu ce petit truc que tu donnes en plus. Ça peut venir d'un canapé, ça peut venir d'un meuble, ça peut venir d'un accessoire, d'une lumière. Une lampe qui donne une lumière douce et agréable. Ça vient de plein de choses. Le beau, en fait, alors bien sûr qu'il y a le premier beau que tu vas voir, c'est l'aspect esthétique, qui va te plaire ou pas. Ça, c'est l'œil tout de suite. Mais il y a plein de choses qui font que le beau est un ensemble de choses qui vient rendre ta vie plus agréable. Et voilà, nous, on essaie d'être une petite pièce du puzzle. Alors, le confort, tu parlais du confort, forcément, on va s'atteler, nous, à essayer de rendre les canapés le plus confortable possible. Alors, il y en a qui sont plus ou moins confortables, et ça dépend aussi de la morphologie des gens. Donc, il y a un canapé, Oui. moi, que je peux trouver très confortable, que d'autres vont trouver moins confortable. Ça dépend beaucoup, mais je pense qu'on a quand même réussi 2-3 ou beaucoup de confort avec nos canapés. En tout cas, moi, je confirme, Togo, j'ai envie de bouger. Ouais. On a parlé un peu d'authenticité en amont.
Et il y a un truc que t'aimes pas, c'est la contrefaçon. Ah ouais. Ah ouais. Non, j'aime pas ça. Bah, c'est le tricheur, hein. Bah, C'est le mec qui exactement. pompe sur toi en cours. Alors, ça peut être ton pote de temps en temps. Tu peux lui dire, OK, vas-y, regarde un petit peu, mais la prochaine fois, apprends ta leçon. Et il a une meilleure note que toi à la fin. Tu vois, c'est quand même super chiant, quoi. Toi, tu as passé des heures pendant le week-end à réviser, et puis le mec, il arrive, il pompe tout, et il a une meilleure note que toi. C'est le tricheur. Mais t'as dit un truc hyper fort, je trouve. J'avais jamais, je m'étais jamais posé la question de toute façon, mais t'as dit que décorer un appartement avec du faux, c'est se mentir à soi-même. Et je trouvais ça hyper fort comme Ah bah manière de ouais, voir les choses. il y a le faux de toute façon, la contrefaçon de façon générale, c'est de se mentir. On se ment quand on achète de la contrefaçon, c'est qu'on essaye d'acquérir des codes, mais sans pouvoir forcément se les offrir au moment présent. D'accord? Je dis pas qu'on peut pas se les offrir. Et on peut pas se les offrir au moment T. C'est quoi le but? Mets une Mona Lisa aux toilettes chez toi. Tu crois que les gens vont croire que c'est la vraie Mona Lisa? C'est ridicule. C'est assez ridicule. La Rolex qui est grosse comme ça, alors que tout le monde sait que voilà, on t'a vu avec une Swatch encore pendant 30 ans, et là d'un seul coup, tu as une Rolex qui est plus grosse que ton poignet. C'est pareil, c'est la même chose, c'est Ouais. ridicule. Donc tous ces trucs un peu où on veut rentrer dans des codes par la contrefaçon, je vais dire, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être un peu humain aussi. Je veux bien essayer de comprendre, mais on se ment. En fait, c'est des gens qui se mentent un petit peu par l'approche, ils se mentent un petit peu. Vaut mieux avoir une démarche, moi je pense, hein, c'est la démarche que je vais défendre, c'est vaut mieux savoir patienter et s'offrir le véritable, qui n'est pas forcément cher, hein. On peut décorréler le prix du véritable, hein. Il y a plein de choses, il y a plein de produits de la vie de tous les jours qui sont des vrais produits et qui sont pas chers. Prends une chaise en métal de chez Tolix, par exemple, si on reste dans l'industrie, c'est pas cher. Mais c'est une vraie chaise en métal de chez Tolix. C'est pas une made in China qui va se tordre au bout de 30 essais. D'accord? Et ça, c'est possible. Il y a plein de choses qui sont comme ça dans la vie de tous les jours où tu as des vrais. On peut prendre l'Opinel. Un vrai Opinel, c'est pas cher. Mais c'est un vrai Opinel qui est fait en Haute-Savoie. C'est pas un truc avec des lames qui sortent de je sais pas d'où, du bois. Voilà. Et il faut savoir en fait d'où viennent les produits. Et ça permet en fait finalement quand on prend le temps de la réflexion de savoir si c'est un vrai produit, un véritable produit ou une contrefaçon, ça permet de commencer à mettre le cerveau en route et réfléchir et pas d'être sur un achat spontané, genre je suis en moque, où est ma dope, hop il faut que j'y aille. Non, on prend le temps de la réflexion, c'est dire est-ce que c'est vraiment un vrai produit? Est-ce que après, et puis la question elle va se poser, est-ce que j'en ai vraiment besoin, vraiment envie? Est-ce que je peux me l'offrir ou pas? Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que cette réflexion, elle vient des États-Unis. On a créé avec un groupe d'industriels, une association qui s'appelle Be Original Americas, qui est une association à la base de fabricants d'ameublement. Alors là, c'était sympa parce qu'on était tous concurrents autour de table, donc on n'avait pas le droit de parler de marché ni rien, mais on s'était mis d'accord enfin, on avait créé ce groupe pour se dire, on doit, nous, essayer d'éduquer, c'est le rôle de cette association, d'éduquer le consommateur par rapport au fait que bah, ça ne vaut pas le coup d'aller acheter une fausse IMSS par rapport à une vraie. Et donc, on allait voir les écoles, on faisait des speeches de partout et tout. C'était hyper intéressant d'être confronté aux consommateurs. Alors, souvent, il y avait la question du prix qui revenait. Et souvent, moi, je répondais, bah, il y a plein de choses qu'on ne peut pas s'ouvrir. Moi, le premier, mais je préfère en fait m'offrir le véritable une fois dans ma vie que 100 fois un faux. Parce que finalement, j'aurais 2 fois plus de plaisir, 20 fois plus de plaisir que vous à m'offrir le véritable un jour. Mmh mh. Par contre, je suis complètement conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ne partageront pas mon avis, mais voilà. Mais ouais, la contrefaçon. Et puis il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans la contrefaçon, c'est du vol, c'est de la propriété intellectuelle. Oui. Donc on vole la propriété intellectuelle. Il y a des designers qui font des études très poussées, où c'est très complexe, et ils sont absolument pas rémunérés sur les contrefaçons. Nous, en boîte, en tant que société, on rémunère le design, d'accord? Soit par des achats directement de dessins, soit par la royalties. Mais on rémunère le designer parce qu'il a un travail et il doit être rémunéré. Le contrefacteur, il pense à un seul truc, c'est le pognon. Et quand on pense qu'au pognon, c'est sûr que c'est faux. Il y a un truc qui est en dehors du jeu, c'est pas bon. Le mec qui pense qu'au pognon, c'est pas quelqu'un qui est très intéressant, moi, je trouve. C'est pas un bon driver. Ouais, non, le pognon, c'est pas un driver, non. C'est une résultante, mais c'est pas un driver. On travaille bien, ça gagne bien. Mais je travaille pas bien et je vais avoir beaucoup de pognon, ça, on se plante. C'est sûr qu'il y a un moment où on se plante. Ça marche pas. Donc c'est une résultante.
Et je trouve que ça, on le dit pas assez. Et maintenant que j'ai des enfants, je prends toujours l'exemple en disant, ben, voilà, allez payer des écoles de design aujourd'hui. Il y en a plein des super à Paris. On va pas les citer parce que je vais en oublier, donc après ça va fermer. Mais tu payes des études à tes enfants, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, par an. Et à la fin, on te dit, et t'achètes de la contrefaçon. Bah, t'as pas l'impression de scier la branche sur laquelle tu poses tes enfants. Voilà, c'est la logique, elle est là, à dire si on paye toutes ces éducations pour aller acheter des faux faits et vendus sur des marketplaces un peu non regardantes, ben, c'est un peu pénible. Ouais, on sent que ça t'agace. Ouais, 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 ça Ouais, c'est m'agace. chiant. Ouais, non, parce que non, mais j'ai une société avec 700 personnes avec 160 ans d'histoire, qui se bat pour créer du design, qui fait de la R&D, qui s'investit là-dedans. C'est pas pour avoir 3 mecs qui pensent être plus malins que les autres, à prendre nos produits, à nous les déformer, et voilà. Donc heureusement, il y a des lois qui sont là et donc on met les moyens juridiques en place pour essayer de contre nous, de notre côté, et après, on innove tout le temps. Donc l'avantage, c'est que quand ils innovent, bah, c'est Tu valides. enquiquinant pour la contrefaçon, parce qu'ils ne peuvent pas rester. Voilà, la meilleure façon de lutter contre la contrefaçon, c'est aussi d'innover. Donc nous, on continue à innover. Mais ouais, c'est pas, je trouve que c'est pas. Il y a un peu d'éducation à faire sur cette chose-là. Et puis je sors du luxe. Hein. Genre, j'ai quand même un moule, j'ai été moulé dans une maison de luxe et la contrefaçon, c'est quand même, alors à l'époque, c'était en plus hyper chaud. C'est quand même quelque chose d'assez, quand même, horrible pour le milieu du luxe. Mmh mh. Mmh. Le besoin d'authenticité, du coup, tu l'as aussi, dans les relations, humaines? C'est important pour toi? Ouais, ouais, je suis assez franc du Ah, collier, ouais, donc je choisir. préfère, ouais, tant que tu as à faire, je préfère qu'on me dise les choses. Ouais. Je sais pas, moi j'encaisse, donc limite, je préfère qu'on me dise les choses et puis que voilà, non. Ouais, non, j'aime bien quand on est authentique. Mmh. Authentique, ça veut pas dire méchant forcément, hein. Authentique, c'est dire, Non. de pas avoir un voile, forcément, essayer de faire croire que alors c'est vrai que, aujourd'hui tu vas sur Insta, tu regardes les gens, tu te dis: «Ah, c'est marrant, c'est pas du tout la personne que j'ai rencontrée», mais Ouais. Ouais, ouais. et je trouve que, ouais, on perd un peu de cette authenticité. Mmh. On est en train de créer des mondes parallèles complètement ou s'inventer des mondes, et voilà, tu vois, c'est un peu dommage. Bah, on est ce qu'on est et puis voilà, au contraire, faut avancer avec ça. Ouais. Le feeling, c'est important pour toi, Le feeling? le feeling, ouais, Ouais, dans le milieu du business? ouais, énormément. Je suis Ouais, quelqu'un qui marche beaucoup plus au feeling, ouais. OK. Enfin, si on doit me catégoriser, ouais, je suis quelqu'un qui marche au feeling. J'ai un je sais Tu as pas, besoin de j'ai besoin sentir d'avoir les un gens? ressenti, ouais, ressentir OK. le truc, que ça soit sur un projet, un produit, une personne. Oui, c'est pas que sur l'humain, Non, c'est de c'est pas que manière sur l'humain. Non, générale, de façon générale, j'ai une partie de feeling, c'est pas ce qui me fera prendre ma décision finale, OK. parce qu'après, bon, il y Oui, a le pragmatisme ouais, le aussi, pragmatisme du business qui fait qu'il faut que mais le feeling est quelque chose, ouais. tu t'es déjà planté? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, 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 non, c'est arrivé. Non, non, bien sûr, non, non, Des bien mauvaises sûr. décisions ou des mauvaises rencontres ou mauvaises associations Ouais, ou ouais, ce genre de non, choses? mauvaise, ouais, plein de trucs, mais Ouais. ouais, ça arrive, ouais, ça OK, arrive, OK. après, maintenant, plus on vieillit, généralement, alors je sais pas si moins on se plante ou moins on prend de risques. J'aimerais bien arriver Ouais. à voir s'il y a une corrélation, si c'est moins on prend de risques, bah, c'est un peu dommage, donc j'espère que c'est moins on se plante parce qu'on continue de prendre des risques, mais on arrive à mieux les calculer. Mais finalement, si on calcule trop le risque, c'est plus vraiment un risque, donc voilà, il faut non, non, mais j'aime bien le feeling. J'aime bien le feeling. J'ai eu la chance de grandir en skiant énormément et le ski, il y a beaucoup, beaucoup de feeling. C'est un feeling constant avec la neige, parce que ça change tous les mètres quasiment, où tu skis et je trouve qu'un bon skieur, c'est quelqu'un qui a cette capacité de sentir la neige, sous ses skis comme une deuxième peau, comme nous quand on touche, avec la main et donc il y a un très, très gros, il y a un très gros besoin de feeling au ski et donc je ne sais pas si ça m'a un peu, voilà, mis là-dedans, mais ouais, je trouve qu'il y a c'est un peu cette sensation-là. Dernière question, après je te libère, parce que tu as un train. Je voudrais juste savoir, hormis tes enfants, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Ah waouh, Mmh. alors récemment, ma femme qui a trouvé un super job et qui a été assez forte pour, vraiment ne pas tomber dans la recherche d'un boulot qu'elle ne voulait pas et j'ai trouvé ça assez balèze parce on revient des États-Unis quand même, mine de rien. Elle a quitté son job, il y a 1 an à peu près et elle était dans le milieu de l'art et quitter, le milieu de l'art américain pour, revenir, dans le milieu de l'art en France et à Lyon, c'était pas forcément évident
Et là, donc là, elle a trouvé un super job qui l'intéresse vachement, donc ça, je suis assez fier. Et sinon, de façon générale, non, je suis fier, moi, je suis assez fier de ma société, des gens qui travaillent pour nous. Globalement, c'est parce qu'il y a notre nom, certes, mais il y a surtout 700 personnes qui sont derrière nous euh, au quotidien, qui mettent autant de passion que j'en mets moi, quasiment dans la boîte. Bon, peut-être pas tous, mais quand même, il y a une grosse passion et j'avoue qu'on ne les remercie pas tout le temps suffisamment, mais voilà, donc j'en profite et voilà. Et donc je suis assez fier de la boîte de façon générale et des gens qui travaillent avec nous. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. J'espère que cet épisode de Dissipé vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez partager, commenter ou vous abonner pour nous permettre de partir à la rencontre de personnalités toujours plus inspirantes. Au-delà de Dissipé, je suis consultante en marketing et j'accompagne depuis plus de 15 ans les marques à grandir et à rayonner. Si vous avez des besoins en marketing, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.